bienvenue dans les Politosophes. À travers ce podcast, nous allons étudier les mouvements citoyens de ces dernières années et analyser les réussites mais aussi les échecs de ces initiatives avec les principaux concernés. Je m'appelle Jonathan Attias, je suis transgressologue, à l'origine de la désobéissance fertile et enseignant en rapport de force politique à l'université. Je vous souhaite à toutes et tous une belle écoute et surtout de mener des actions en pagaille. Bonjour Daniel QF et merci d'avoir accepté notre invitation à témoigner dans les Politosophes. L'idée à travers cet échange va être de nous livrer ensemble à une analyse sans détour de votre expérience militante pour faire grandir les futures mobilisations. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, je rappelle que vous êtes le tout premier maire de France à avoir pris un arrêté afin d'interdire l'épandage de pesticides à moins de 150 mètres des habitations de votre commune. Ça, c'était en 2019 et cet arrêté en a entraîné des centaines d'autres partout sur le territoire, de la part d'autres communes qui vous ont emboîté le pas pour interdire les pesticides. Ça a donné naissance à l'une des mobilisations les plus importantes que l'on a connues sur la question des pesticides. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez pris cet arrêté à l'époque ? Oui, c'est un arrêté qui est la conséquence de beaucoup de choses. C'est-à-dire que la commune de Langouette, donc c'est une commune rurale dans laquelle est née l'agriculture laitière intensive. Jean-Michel Lemétayer, d'ailleurs, qui était président de la FNSEA, qui malheureusement est décédé brutalement il y a quelques années, avait des terres sur Langouette. Et la commune de Langouette a été la première commune remembrée du département pour laisser passer l'agriculture intensive. Donc, 100% des haies bocagères ont été arrachées. De façon brutale, je m'aperçois que les maladies professionnelles des agriculteurs reconnus par la mutualité sociale agricole sont aussi les maladies de certains des riverains. Et donc, comment, d'un point de vue éthique, vous pouvez laisser dire que vous êtes un village écolo, ou les articles de presse du style « Le village gaulois 100% écolo » ou le titre du Figaro « L'Eldorado écolo » en ayant ce problème et de santé publique et de biodiversité. Donc, je commence à être un peu assez mal à l'aise avec cette communication qui ne correspond pas totalement à une réalité factuelle de mon village. Et puis, il y a plusieurs événements qui se chevauchent, c'est-à-dire que vous avez des habitants qui sont de plus en plus concernés par l'écologie, qui sont pas écolos au départ, mais qui le deviennent parce qu'ils voient que c'est une écologie positive, qu'ils voient que c'est une écologie qui a du sens. Ils s'approprient les choses et ils décident à 4-5, ce sont des mères de famille d'ailleurs qui décident ça, de se rapprocher des pisseurs volontaires de glyphosate et de faire l'analyse de la présence ou non de glyphosate dans les urines des habitants. 35 habitants, dont même d'ailleurs et ma compagne, nous prêtons à l'exercice devant huissier et tout ça. La presse est présente, on fait beaucoup de com là-dessus, et il y a des résultats. Les résultats qui sont donnés par le laboratoire et qui indiquent des taux de glyphosate importants. Or, il y a une petite fille qui avait fait le test aussi, et qui a une dose de glyphosate 30 fois supérieure à la normale. 30 fois supérieure à la normale. Et ses parents viennent me voir et me disent, mais on ne comprend pas parce que elle mange bio à la cantine, nous on mange bio à la maison, donc ça ne peut venir que de l'air que l'on respire. Je dis, peut-être, il faut regarder. Et je commence à m'interroger. Et puis, ça commence à prendre un peu le dessus. Et j'ai une délégation d'habitants qui viennent de me voir suite à ces résultats d'analyse en me disant, Monsieur le maire, en 2016, vous avez pris un arrêté d'interdiction des pesticides autour d'une ruche, des néonicotinoïdes. Vous avez pris aussi le premier arrêté anti-OGM de France. Donc, vous pourriez peut-être prendre un arrêté pour protéger votre population. Ils me disent, mais que faites-vous, quoi? Alors, donc, prendre un arrêté, me voilà embarqué dans la réflexion de cet arrêté.
comment faire? Et là, je téléphone à mon ami, mon compagnon de route, Joël Labbé, et je lui dis: «Écoute Joël, voilà ce qui arrive. Est-ce que tu me connaîtrais, des juristes qui seraient capables d'écrire un arrêté?» Parce que dans une petite commune comme la nôtre, on n'a pas les moyens juridiques, de faire un arrêté qui soit digne de ce nom, et cetera. Et Joël Labbé m'aiguille vers l'association Raxter, qui est composée de chimistes très au fait des dangers des pesticides et qui se sont dotés d'un staff de juristes. Et quand je leur téléphone, ils me disent: «Ah, on espérait qu'un jour un maire nous appelle pour nous, parce que nous voulons voir si un maire qui fait agir sa police de maire, police de l'environnement, hein, qui est effectivement une des polices du maire, cela ne serait pas de nature à justement faire bouger les lignes.» Alors, je vous interromps, pardonnez-moi, vous parlez de police de l'environnement. On entend parler de police de l'urbanisme, de ce genre de choses, mais c'est-à-dire que la mairie, à travers cette police de l'environnement, pardon, a la possibilité de définir des usages pour la santé de ses habitants. C'est ce que ça dit? Logiquement, c'est ça. L'histoire finira mal pour l'arrêter, mais c'est ce que ça dit, parce que vous avez une police de l'environnement, vous avez par exemple la police des déchets, vous devez soit l'exercer par vous-même, le nettoyage des plages, nettoyage des sites, protection des bois. Enfin, vous avez cette police qui est une police aussi de régulation des populations, des usages, etc. Donc, vous pouvez logiquement l'exercer, et c'est là-dessus que des juristes m'ont dit: il faut que l'on aille sur cette compétence, cette responsabilité juridique du maire, qui, au nom de la protection de sa population des pesticides de synthèse, prend un arrêté de protection de sa population. Et je prends un arrêté. Donc là, on est en mai 2019. Oui, mai 2019. Donc on prend cet arrêté. Donc que je modifie assez peu, en fait. Je le modifie dans un sens qui est le refus obstiné de ma part de remettre en cause les agriculteurs. Je considère que les agriculteurs sont certes des alliés des pesticides, mais aussi les victimes des pesticides, et que notre société, quand même, les a poussés à l'usage des pesticides. On les a vendus, on a autorisé les pesticides, on a fait des formations dans des lycées agricoles, etc. On a vendu du matériel, et c'est bien gentil maintenant d'aller leur dire qu'on n'en veut pas. Donc je prends un arrêté d'éloignement des pesticides de 150 mètres des maisons. Pourquoi 150 mètres? Parce que il y avait Génération Future qui avait fait une étude sur la distance à partir de laquelle on commence à ne plus respirer des pesticides. C'était autour de champs épandus, c'était des terrains sportifs. Donc, et il disait, au bout de 150 mètres, on commence à ne plus respirer, ou à respirer moins les pesticides qui sont dans l'air après l'épandage. Donc on part sur 150 mètres. En étant bien entendu convaincu que c'est la suppression totale des pesticides qu'il faut. Mais bon, l'arrêté est là-dessus. Et donc, je prends cet arrêté. Oui, parce que, pardonnez-moi, mais vous ne pouvez pas non plus suggérer qu'on arrête totalement les pesticides partout en France avec votre prérogative de maire. Ce que vous pouvez faire, vous, c'est faire en sorte que dans votre commune, la santé des habitants, à travers cette fameuse police de l'environnement, soit préservée, que vous puissiez agir en cela. Donc, le pouvoir que vous aviez à cette époque était celui-ci, c'est-à-dire limiter, en tout cas c'est ce que vous pensiez, limiter l'épandage à moins de 150 mètres des habitations suite aux analyses que vous aviez faites. Voilà. Et donc, je rencontre des agriculteurs, évidemment, qui sont pas très contents. Mais je leur dis, devant la députée de la circonscription, je leur dis: écoutez, je prends cet arrêté, mais la mairie, avec l'aide du gouvernement, de l'État, avec l'aide de subventions, nous prendrons en charge les conséquences de cet arrêté, à tous les niveaux. C'est-à-dire pratiques alternatives, par exemple, de désherbage thermique, mécanique, perte de rendement, on prendra en charge l'ensemble. Et une seule agricultrice aura eu le temps, je dirais, de venir me voir en me disant: moi j'ai fait les devis, et j'ai fait des devis avec 3 entreprises agricoles qui, pour mon maïs, sont d'accord de venir débroussailler mécaniquement, etc. Mais je ne sais pas si je vais avoir besoin de 2 ou de 3 passages,
Et si je prends des passages à telle époque, c'est 45 €, 35 € de l'heure. Si je prends à telle autre époque, c'est 45 € de l'heure. Non, est-ce que vous prenez l'ensemble? Je dis oui, on prend l'ensemble. Puis elle revient me voir en me disant, mais c'est quand même stupide de faire 150 mètres alors qu'on est dans le champ. Pourquoi ne pas faire tout le champ? De la même façon, ça ne coûterait pas forcément plus cher. Est-ce que vous seriez d'accord? Je dis, bah oui, je serais fou de joie même. Voilà. Mais l'arrêté, malheureusement, enfin l'arrêté, comme tout arrêté municipal, passe par les fourches codines du contrôle de légalité de la préfecture. Et là, la préfète qui venait d'arriver, qui s'appelle Madame Kiri, au lieu de s'intéresser à pourquoi j'avais pris cet arrêté, au lieu d'écouter ses services qui lui ont dit, vous savez, c'est un maire très écolo, on a besoin de cette commune, elle est citée comme exemple, l'ADEME est fourrée tout le temps dans la commune de Langouette, rencontrez-le, et puis voyez comment on peut traiter ce problème de santé publique, parce que c'est un problème de santé publique. Et là, donc, elle m'envoie une lettre recommandée avec accusé de réception en m'ordonnant de retirer l'arrêté sous menace de passer de cet arrêté, si je ne cédais pas, au tribunal administratif. Sauf qu'elle fait une grosse bourde, à mon avis. C'est qu'elle publie ça, elle fait un communiqué de presse dans Ouest France, enfin tous les jours, il y en a que 2 journaux locaux, hein, Ouest France et Télégramme à peu près en Bretagne, qui sont lus, très lus, en disant voilà, j'ai demandé au maire de Langouette de retirer son arrêté, et s'il ne le retire pas, je le traînerai son arrêté devant le tribunal administratif. Voilà. C'est publié, Ouest France publie ça. Et à partir de ce moment-là, le soir même, j'avais toutes les associations de France et de Navarre qui bossent depuis tellement de temps sur les questions des pesticides, qui m'écrivent, on est avec vous, on est derrière vous, ne lâchez pas, etc., ne cédez pas. Vous avez la presse qui commence à venir de façon massive, et donc je ne retire pas mon arrêté. Et là, ça a été l'emballement médiatique absolument considérable. En fait, cette attaque médiatique qui a été formulée par la préfète de l'époque a été une formidable tribune pour vous, pour populariser cet amendement qui, jusqu'alors, était plutôt anonyme, je dirais, puisqu'il concernait les habitants de votre commune, et fait de ce sujet-là un sujet national. C'est parce qu'il y a eu une attaque publique proférée contre vous que derrière, vous pouvez vous en servir pour amener un débat national. Nous, on parle parfois de tai chi politique, de cette idée de prendre l'énergie de l'adversaire qui est mise contre nous pour en faire un atout. C'est-à-dire que si on va être attaqué en justice, ce qui est votre cas, en fait, le fait d'aller en justice permet de populariser une idée, voire même d'obtenir une victoire derrière. C'est ça ce qui s'est passé pour vous. Oui, c'est une surprise parce que comment dirais-je, jamais je n'aurais pensé avoir une telle médiatisation. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, sur le village, parce que la presse est là énormément. La presse cherche beaucoup à savoir si c'est la guerre civile dans le village. C'est pas du tout la guerre civile dans le village. Les gens discutent dur, hein, mais les journalistes viennent poser des questions, comme quoi on serait dans une situation. Voilà, les syndicats agricoles commencent à se bouger énormément. On est accusé d'agribashing, enfin, ça s'emballe extrêmement vite. Et puis surtout, il y a beaucoup de presse. Et donc, on se retrouve face à une médiatisation qui augmente au fur et à mesure qu'on s'approche du tribunal administratif. Et quand au tribunal administratif, je crois que c'est en plein été, on passe. Au mois d'août. Au mois d'août, c'est des milliers de personnes qui sont présents. Voilà, le 2 jours après mon arrêté, après le message de la préfète, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui organise une pétition qui fait dans la journée 250 000 signatures. Incroyable. C'est incroyable. Tout ça nous dépasse complètement. Et celui qui augmente la problématique, c'est le président Macron lui-même. C'est-à-dire, il est interrogé par le média Combini dans les jardins de l'Élysée, où il avait été convenu avec les journalistes qu'il pose 5 questions et que le président réponde très court. Et parmi les questions, ils m'ont demandé de poser une question au président de la République sur mon arrêté. Et le président répond donc du tac au tac en disant la chose suivante.
Monsieur le maire de Langouette a raison dans ses intentions, mais je soutiens Madame la préfète de la République. Donc en même temps j'ai raison, et en même temps il va soutenir sa préfète. Et donc et là, pour le coup, ça augmente la notoriété parce qu'il y a une parole présidentielle qui est là et qui étonne tout le monde et qui donne du crédit aussi à l'arrêté pour le coup. Et donc ça continue. C'était le New York Times se pointe. Le New York Times pointe dans le village. Reste 3 jours. Des journalistes qui travaillent en binôme et je leur demande mais pourquoi vous venez à Langouette quand même. Il me dit bah oui mais parce que votre président vient chez nous donner la leçon qui est du style Our planet is great again. Voilà, et il est embêté par un maire. Là, on vient comprendre pourquoi la République tremble. Je dis, vous savez, je pense pas qu'elle tremble à ce point-là, mais on se retrouve devant un traitement du New York Times. Plantu fait 2 dessins à la une du Monde. Ritz vient au tribunal à Rennes. Entouré par des gardes du corps, et donc il fait des croquis, il fait tout ça après dans le comment s'appelle ce journal, il s'appelle Charlie Hebdo. Ouais. Il fait dans Charlie Hebdo, donc bref, ça prend des. Il y a un engouement énorme qui dépasse même ce que vous dites, qui dépasse le pays, qui va en Outre-Atlantique. Il y a une interview de Radio-Canada, par exemple, parce que la ville du Québec se pose la question du non-usage des pesticides dans l'entretien des espaces verts. Voilà. Donc, je me retrouve avec des interviews de partout, des Danois, des Belges, des Suisses, beaucoup. C'est ce que je trouve assez formidable, en fait. C'est que, en fait, parfois, il peut y avoir une idée très localisée, je dirais, qui puisse faire émerger, par effet boule de neige, finalement, quelque chose qui va amener un élan mondial. Et, alors, évidemment, je tempère mon propos, mais j'ai le sentiment, en tout cas, que ce que vous avez fait en prenant cet arrêté anti-pesticides d'une commune de 600 habitants a amené toute une dynamique derrière, puisque derrière cela, il y a eu plus d'une centaine de villes en France, notamment Paris et Lille et bien d'autres, qui se sont positionnés à leur tour pour prendre un arrêté semblable. Donc en fait, ça donne aussi pour moi beaucoup d'espoir lorsque les gens s'avèrent être pessimistes quant à l'avenir, de se dire on n'a pas la capacité d'action. Mais si, en fait, parce qu'il suffit d'avoir des toutes petites initiatives qui sont entreprises, qui peuvent faire écho à d'autres pour qu'elles soient reproduites par la suite. Alors, avec un résultat qui peut être positif, ou négatif, on va voir ça, mais en tout cas, ça donne une marge de manœuvre dans notre capacité d'agir, je dirais. Oui, et puis il y avait aussi des terreaux associatifs, je pense, qui ont été extrêmement importants pour la popularisation un peu de cet arrêté. C'est Nous voulons des coquelicots, en particulier avec Fabrice Nicolino, donc qui là vraiment faisait une écologie joyeuse, une écologie pétillante, une écologie extrêmement inventive, donc qui rencontrait aussi pas mal d'échos, énormément d'échos auprès de la population. Donc tous ces coquelicots, je dirais, dans toutes les de France, ils ont relayé aussi, des choses. Et s'il n'y avait pas eu la Covid, j'aurais passé mon temps, même encore actuellement, à faire des conférences sur ce thème-là, tellement il y avait de demandes qui ont toutes été arrêtées par la Covid, mais c'était impressionnant, y compris en Angleterre, à Londres, où on me demandait de venir faire une dédicace du bouquin que j'ai écrit pour raconter cette histoire. Et donc, il y avait, et il y a toujours je crois qu'on a eu un écho parce que il y avait un sujet qui était quand même grave, qui était celui de la biodiversité et surtout de la santé humaine. Donc ça, je crois que ça faisait écho. Et puis, comment dirais-je, ça fait aussi écho parce que pour le coup, le fait qu'un maire prenne ce type d'arrêté, ça a questionné énormément. Parce que les maires sont pas considérés comme des révolutionnaires. C'est pas des aventuriers, c'est plutôt des obéissants, c'est plutôt des conservateurs dans l'âme. Ils sont plutôt en train de respecter la norme et ils ont un peu de mal à désobéir. Ils ont même beaucoup de mal à désobéir et même, pire que ça, ils veulent pas désobéir. Donc, ils sont toujours en train de
d'être dans la bonne ligne qu'il faut, quoi. Et donc ça, je pense que ça a beaucoup surpris aussi. Et le fait que des maires de toute tendance politique prennent le même arrêté, se retrouvent au tribunal administratif. Dans certains tribunaux, ils gagnent d'ailleurs, ce qui a créé la grande perturbation juridique, puisque pour le coup, le Conseil d'État a été saisi, et c'est le Conseil d'État qui, in fine, a fermé le banc en disant les maires ne sont pas habilités à prendre des arrêtés de protection de leur population, quand bien même la population est menacée. Seul le ministre de l'Agriculture a ce pouvoir-là. Donc, Ce qui est complètement incroyable quand on y pense, parce que on élit justement des maires pour agir, pour protéger ses habitants globalement et servir leur intérêt commun. Et on retire cette capacité d'action aux mairies pour le déléguer, je dirais, à un État centralisateur, à l'État français en tout cas. Hem, alors peut-être je reposais la question parce qu'elle est trop connotée, quand je le dis comme ça. Mais vous voulez qu'on fasse une petite pause de 2 non. minutes pour non, ça va. Hem, c'est vrai que moi, ça me semble incroyable finalement qu'on retire cette prérogative aux mairies de pouvoir décider de la santé de ses habitants à travers cet arrêté, enfin, cette décision du Conseil d'État pour, dire: «Non, c'est l'État qui va décider cela», alors même qu'on élit des maires pour justement agir directement, par rapport à ce qui nous concerne. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre cela. Oui, c'est parce que nous sommes dans un État extrêmement centralisé et que si mon arrêté perdurait et était mis en œuvre, il faisait jurisprudence. Et ça, l'État redoute ça, redoute la jurisprudence parce que si la préfète laissait faire cet arrêté et qu'il prospérait cet arrêté et qu'effectivement il y avait un arrêté de 150 mètres des maisons et qu'on m'interdisait pas de le faire, à ce moment-là, la jurisprudence s'instaurait. Donc il fallait qu'elle arrête ça. Et ça, c'est la pathologie de notre État. Mais il est quand même arrivé un événement qui donne à réfléchir sur tout ça, qui est toujours fait par la préfète. La préfète va inaugurer un équipement quelconque, je ne sais plus lequel, à Cancale, et elle est suivie par la presse dans cette inauguration, et la presse en profite pour lui poser la question. Enfin, quand même, Madame la préfète, vous n'allez pas quand même traîner Monsieur le maire de Langouette au tribunal, c'est pour la protection de la population, que comptez-vous faire, etc., quoi. Et elle dit la phrase suivante: je ne peux pas laisser le maire de Langouette prendre un tel arrêté, parce que rien ne l'empêcherait la semaine suivante de prendre un arrêté d'interdiction du port de la moustache. Et donc c'est une phrase quand même d'une énarque qui vous dit ça. Donc ça paraît dans tous les sens. Madame la préfète a dit que une histoire de moustache. Résultat, 15 jours après, il y avait une manifestation énorme de moustachus dans le village. Mais j'ai essayé d'analyser pourquoi elle disait ça. Et en fait, pour elle, dans sa logique préfectorale, c'est que l'arrêté que je prévoyais était une atteinte à la liberté, en fait. Pour elle, c'était dans sa logique préfectorale. Et donc, on ne pouvait pas laisser un maire prendre une telle liberté euh, d'organisation publique, parce que ça risquait de faire une jurisprudence, et que, après tout, un maire, je sais pas moi, Vachaud, dans un coin, pouvait prendre un arrêté complètement contraire aux libertés ou complètement inverse, et que là, pour le coup, on se retrouvait devant une grosse problématique. Enfin, ça ouvrait la porte à l'anarchie, quoi, en fait, selon la réflexion préfectorale. Oui, alors moi, ma question en fait, qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est à un moment, on est en août 2019. Il y a, vous dites, une annonce qui est faite par le président de la République qui vous soutient d'une certaine façon et qui va soutenir, la préfète. Donc, on se retrouve avec une situation législative où il va y avoir une proposition, enfin un projet de loi qui s'amorce, suite à l'arrêté anti-pesticides et en même temps, vous êtes attaqué en justice, d'abord, à travers un référé pour suspendre votre arrêté. Donc le référé, c'est une procédure accélérée qui, heu, donne un premier signal puisque en fait, on suspend très vite votre arrêté et ensuite, en octobre 2019, vous retournez en justice. Donc, on a à la fois un discours médiatique de soutien, de la part du gouvernement et à la fois, une saisine de la justice pour, empêcher que cela puisse exister. Donc, il y avait une espèce de confusion ambulante, si vous voulez, dans l'esprit des gens. On se dit: «Mais
pourquoi il y a un projet de loi qui s'amorce et en même temps, on attaque en justice la proposition qui est faite. Moi, j'ai une intuition personnelle qui est de me dire que les directives d'aller en justice ont été amenées par le gouvernement à la préfète, que c'est pas une ambition personnelle de sa part, mais que pour pouvoir ménager la chèvre et le chou, je dirais d'une certaine façon, qu'il y ait à la fois une position médiatique populaire, parce qu'il y avait des engagements qui avaient été pris par le président en disant sur la question de l'environnement lors de sa campagne présidentielle en 2017 qu'il allait soutenir la biodiversité et la santé de la population française. Et de l'autre, bah, il y a quand même des lobbies agricoles très importants. Je citerai la FNSEA, mais il y en a d'autres encore, qui vont aussi pousser pour que une telle mesure ne s'applique pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même des forces économiques très fortes à qui cet arrêté allait nuire, en fait. Et donc, on est, pour moi, un peu dans cette perte entre le législatif d'un côté, le judiciaire de l'autre. Et vous êtes au milieu de tout ça avec des annonces d'Elisabeth Borne, qui est ministre de l'écologie, qui dit soutenir. En même temps, vous êtes attaqué en justice. Enfin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vous? Oui, il se passe qu'effectivement, on est dans une tourmente. Donc c'est vrai que le syndicat majoritaire FNSEA a beaucoup œuvré. Je pense même que c'est lui qui a exigé une attitude rapide. Mais comme il y a une cogestion entre de l'agriculture, entre le syndicat majoritaire, donc la FNSEA en l'espèce, et le ministère de l'Agriculture, tout ça, c'est évidemment à converger. Et la préfète a été, je pense, priée de prendre cette décision. Mais on est dans une complexité totale, parce que même le Conseil d'État dira, quand bien même le maire a raison dans qu'il y a vraiment un problème de santé publique, il ne peut pas exercer sa police de l'environnement pour protéger sa population des pesticides de synthèse. Et donc il renvoie à l'État la responsabilité en disant à l'État, il faut que vous preniez des mesures de protection de la population. Et donc c'est important, et ça prend tellement d'importance que le président de la République lui-même vient au Congrès des maires, où il fait son discours. Congrès des maires à Paris, porte de Versailles. Et là, il prend la parole et il parle lui-même de l'histoire des pesticides, en disant aux maires, c'est à moi de prendre la décision de retirer ou de ne pas ou de prendre, enfin de retirer ou de ne pas retirer des pesticides. Et en faisant cela, moi, président de la République, je vous protège juridiquement, vous les maires, c'est-à-dire je ne vous rends pas responsable. C'est-à-dire, imaginez un instant que, dans sa logique, c'était de dire, voilà, si vous ne preniez pas un arrêté d'interdiction des pesticides, vous pourriez être esté en justice pour non-assistance à personne en danger. Donc, le fait que ce soit moi, président de la République, et mon gouvernement, qui prennent cette décision, je vous protège de toute procédure juridique. La protection, vous voyez, c'est seigneurial. Protection céleste. Céleste. Oui, en fait, c'est une façon de désamorcer cet enthousiasme, cet engouement des mairies qui prenaient ces arrêtés à ce moment-là en disant que l'État allait se charger de cet enjeu-là, finalement. Donc, alors pour avancer dans le temps, on a parlé de l'été 2019 et de ses effets d'annonce. On avance en octobre 2019. Là, à ce moment-là, vous allez être jugé sur le fond de l'affaire cette fois-ci. Donc, ça se passe au tribunal administratif de Rennes. Je crois qu'il y a une centaine de soutiens qui se manifestent pour vous. Et il y a aussi une centaine d'opposants, je dirais, ou en tout cas d'agriculteurs mécontents qui sont présents, ce qui crée un climat de tension ce jour-là, parce que il y a une décision historique qui potentiellement va être prise. Et vous allez au tribunal muni d'un mémoire de 300 pages à peu près, dans lequel est expliqué que votre arrêté se base sur un règlement européen qui oblige les États depuis 2009 à protéger les habitants de l'épandage de pesticides. Et que le Conseil d'État lui-même, d'ailleurs, a partiellement annulé en juin un arrêté qui réglementait l'utilisation de pesticides, au motif que ça ne protégeait pas suffisamment la santé des riverains. Quand vous arrivez en justice, à ce moment-là, au tribunal, muni de votre dossier de 300 pages, vous pensez que vous allez gagner ? Je pense que c'est compliqué, si vous voulez, parce que quand vous avez des juges qui sont là, et que certains vous connaissent, et vous font savoir, avant d'entrer, qu'ils vont être obligés de dire ce qu'ils ont à dire, mais que
parce que c'est la loi, mais qu'ils n'en pensent pas moins. Vous voyez, donc il y a une déstabilisation aussi des juges. C'est pour ça que d'ailleurs certains tribunaux administratifs ont jugé comme étant dangereux, quoi, et que donc il y avait une urgence à agir, et que cette urgence à agir justifiait de l'action du maire, voilà. Donc on ne sait pas si on va gagner. En tout cas, les juristes, comme d'habitude, ils disent qu'on va gagner, parce que sinon on n'agit pas. Mais ce que l'on pressent quand même, c'est que bon, ça va être retoqué, mais on va pouvoir avancer des arguments. Et comme tout le mémoire est basé sur le fait qu'il y a une carence de l'État à agir, et que face à cette carence de l'État, le maire prend le relais par carence de l'État. Or, cette carence de l'État, elle n'est pas remise en cause par le Conseil d'État. Au contraire, le Conseil d'État dit: vous n'avez pas mis dans la législation française un arrêté de 2009, et vous auriez dû le faire puisque c'était une directive européenne dont vous avez voté, vous, la directive européenne en tant que gouvernement, comme toutes les directives européennes, et vous ne l'appliquez pas dans votre droit français. Donc faites-le. Et donc le Conseil d'État met injonction au gouvernement de prendre un arrêté. Et il prend un arrêté. Ça, c'est ce que vous mettez dans votre dossier, justement. Oui. Il prend un arrêté, mais cet arrêté, c'est un arrêté d'éloignement des pesticides. Donc, vous voyez, on gagne un peu de terrain, mais c'est de 5, 10 ou 20 mètres selon les pesticides. Donc, autant dire rien. Et en plus, l'arrêté gouvernemental, qui sera en décembre, 31 décembre, gouvernemental, prévoit qu'il y a des distances d'épandage des maisons, mais qu'il y a des possibilités de dérogation locale par accords locaux. Alors ça, pardonnez-moi, vous pouvez, 31 décembre de quelle année? C'est de la même année? Non, c'est l'année suivante, ouais, je pense, oui. 2020? Oui, je pense. Parce que pour moi, on est allé juste un peu vite, entre la décision de justice du tribunal de Rennes, et ensuite on va aller sur le volet peut-être plus législatif, parce que comme c'est un sujet qui est très complexe, je préfère le découpler pour qu'on puisse y aller pas à pas dessus. Donc vous disiez, pour reprendre vos mots, que en fait vous attendiez à ce qu'il y ait une décision qui potentiellement soit défavorable au moment du tribunal, parce que à demi-mot, les juges auraient dit que la loi étant la loi, ils ne pourraient pas se prononcer contre, sachant que votre affaire était éminemment politique, parce que vous aviez tous les médias à ce moment-là, chose que d'autres communes qui ont gagné à cette époque en justice n'avaient pas. Donc il y avait toute une dimension politique très forte à ce moment-là qui était présente. Et donc vous allez ensuite devant la cour d'appel de Nantes, si je ne me trompe pas. Vous y allez en février 2021, et là, il y a une annulation pure et simple de votre arrêté. C'est ça? Que se passe-t-il à ce moment-là? On est en fin de mandat. Les élections municipales arrivent. De toute façon, nous savons que nous avons perdu la partie. En tout cas, pour ce qui est de l'usage du pouvoir du maire, du pouvoir de police du maire. Donc voilà, on a le banc est fermé. Le Conseil d'État confirmera plus tard tout ça. Donc ce qui se passe, c'est que de notre côté, ça s'arrête plus tôt, et puis que des associations reprennent le relais. Notamment en estant en justice, toujours sur le même article que le nôtre, en disant il n'y a pas de mesure de protection de la population, quoi. Et donc là, ça continue. Le débat aussi concerne l'ANSES, parce que au bout d'un moment, la responsabilité de mise sur le marché, qui est responsable? Donc il y a un moment donné où il y a une responsabilité aussi de ceux qui mettent ces choses sur la place publique, et enfin qui autorisent la vente. Donc il y a un vrai malaise qui est profond, qui est de dire: on sait que c'est dangereux, on sait que les pesticides ne sont pas des vitamines, on sait que les pesticides n'apportent aucun bénéfice à l'environnement, que les pesticides n'apportent aucun bénéfice à la santé, que par contre, on sait que ça pose certainement des problèmes majeurs à la biodiversité, ça on le sait, et que on a des doutes très sérieux sur la santé humaine. Et quand l'OMC dit que c'est probablement cancérigène, ça veut dire que... L'OMS, non?
Oui, l'OMS, oui. Oui, l'OMS, oui. C'est que c'est des produits probablement cancérigènes. C'est parce qu'il a été vérifié en laboratoire que ces produits étaient cancérigènes pour les animaux, notamment les rats de laboratoire, les souris, etc., à qui on a fait les tests, qu'on ne peut pas faire évidemment sur l'être humain. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Et donc en face, eh ben c'est le en face qui gagne. Vous avez un grand pouvoir médiatique, un contre-pouvoir médiatique qui se met en place avec deux décisions qui sont prises. L'agribashing, donc qui est vraiment un concept qui est inventé par le service communication de la FNSEA et qui s'instaure en plus, qui s'installe ensuite avec une cellule de la gendarmerie qui s'appelle la cellule Déméter, ou qui criminalise un petit peu, qui tente de criminaliser un peu des actions, des dénonciations de l'agriculture intensive ou de l'agriculture industrielle, etc. Donc on tente on reprend le dessus très fortement. La médiatisation est très importante côté FNSEA. Il y a des arguments qui sont amenés aussi dans le débat sur des éléments de langage, par exemple, de dire nous ne parlons plus de pesticides. Il faut que vous arrêtiez, monsieur le maire, de dire pesticides. Il s'agit de produits de santé des plantes, il s'agit de produits phytosanitaires. Et donc, c'est plus du tout la même chose. Disant, mais Madame Lambert, présidente de la FNSEA, qui me dit, mais monsieur QF, vous-même, vous prenez des médicaments, vous prenez bien des médicaments pour vous soigner, ben pour les plantes, c'est pareil. Je dis oui, mais si je prends un suppositoire, je ne l'impose pas à mon voisin. Parce que vous êtes en train de soigner, soi-disant, les plantes, tout en polluant et en posant des problèmes sérieux de santé humaine. Donc, tout ça, ce sont des arguments qui sont travaillés de façon forte par la FNSEA, puisque en faisant un tour de France ici ou là, je me retrouve devant des agriculteurs qui racontent toujours prennent les mêmes exemples. Monsieur QF, quand même, vous avez du canard WC chez vous? Je dis, ben, je crois pas, non, mais pourquoi? Ben, parce qu'il y a du pesticide dans les canards WC, etc. Mais je dis, mais oui, il y a toute et puis, bien entendu, la fameuse revendication suprême, c'est-à-dire, il faut nourrir la population, il faut exporter, il faut soutenir l'agriculture intensive, etc., etc. Et là, évidemment, on est devant un monde médiatique très, très, très puissant. Ce qui se passe en effet, c'est qu'il y a toute une confusion qui est mise à votre esprit à ce moment-là, en tout cas qui est pointée publiquement par rapport à cet arrêté, parce que le but c'est de le décrédibiliser, très concrètement. Sauf que, parallèlement à ça, on a de plus en plus de témoignages d'agriculteurs qui sont atteints de maladies, en fait, du fait de ces épandages de pesticides. Là, tout récemment, j'ai entendu le témoignage de Christian Jouot, justement, qui est paysan en Bretagne, qui est atteint de leucémie, parce qu'il a utilisé des pesticides tout au long de sa carrière, et qui disait que le lien était désormais fait, puisque en fait, la leucémie est reconnue par la MSA et qu'elle est inscrite au tableau 19 des maladies professionnelles. C'est-à-dire que on sait pertinemment bien, et on le sait largement parce que la population est bien informée sur ces sujets, que ce sont des poisons que nous déversons à la fois pour les autres espèces et à la fois pour la nôtre. Donc, même s'il y a des tentatives de déstabilisation qui sont faites à travers les discours d'agribashing et ce que vous nommez par la FNSEA notamment, si cet arrêté il a été aussi populaire, c'est parce que les gens savent aujourd'hui très bien les dangers et même les maladies, toutes les conséquences qu'il y a autour de ces pesticides. Donc, on le voit d'ailleurs, on pourrait faire un parallèle, pardonnez-moi, avec la colère des agriculteurs actuels. C'est-à-dire que la FNSEA s'est emparée de la parole publique, là où de nombreux agriculteurs disent non, mais en fait, ça ne reflète pas non plus notre façon d'agir, notre façon de penser. Ce que vous avez vécu un peu à travers ces discours face à vous, parfois peut-être virulents même, on le retrouve encore aujourd'hui dans ce qui se passe et l'appropriation agricole qui peut être faite d'un lobby économique, en fait, parce que c'est un fort lobby agro-industriel. Il y a une dimension qui est intéressante parce que là, on parle de l'aspect juridique de tout ça. Donc, pour finir là-dessus, le Conseil d'État a invalidé une bonne fois pour toutes la possibilité pour les maires de prendre un arrêté pour l'épandage de pesticides, mais il y a quand même des mesures, en tout cas des annonces faites par le gouvernement pour dire qu'ils vont prendre ce sujet à bras-le-corps. Ils sont obligés, en fait, parce qu'une fois qu'ils vous disent non, vous ne pouvez pas le gérer vous-même, il faut qu'eux puissent le faire. Et donc,
il y a un projet qui arrive, donc c'est en septembre 2019. Il y a des recommandations scientifiques qui sont faites par l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui vont dans un rapport préconiser qu'on mette en place des distances, comme vous le disiez, de sécurité au moins égales à 3, 5 ou 10 mètres entre les cultures et les bâtiments. Il faut savoir qu'on est quand même très loin à ce moment-là des 150 mètres préconisés par vous-même et par le rapport de Génération Future. Donc en fait, une ordonnance est appliquée pour que ça puisse être mis en place assez rapidement, pour noyer le poisson, d'une certaine façon. Vous me dites si je me trompe, hein, bien sûr. Et en janvier 2020, il y a cette loi qui évolue, qui est saluée comme étant un succès de la part du gouvernement, mais comme une vaste blague du côté de ceux qui comprennent les enjeux environnementaux, peut-être même vous-même. Quand vous voyez cette décision-là qui est prise de 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres d'épandage, plutôt que les 150 qui étaient requis, que vous aviez vous-même requis pour votre population, qu'est-ce que vous vous dites? C'est comment dirais-je, c'est un scandale, c'est-à-dire que vous avez Nicolas Hulot, avant de partir du ministère, avait commandé à la totalité des agences de l'air, de mesure de l'air de toute la France, selon un protocole scientifique similaire, de mesurer donc la présence ou non de pesticides autour de champs épandus et de voir quel type de pesticides il y avait et quelle quantité on retrouvait dans l'air. Et les agences de l'air mesurent ça et ça a été commandé par l'ANSES, c'était Nicolas Hulot qui avait exigé ça de l'ANSES, de mesurer ça. Et toutes les agences de l'air, que ce soit Air Braze, Air Picardie, Air Paris, mesurent à des distances de champs des quantités très importantes de pesticides, des cocktails de pesticides cancérigènes, y compris d'ailleurs à des distances assez longues, y compris en centre-ville. Et donc on a des éléments, si vous voulez, de preuve, de la présence de ces pesticides dans l'air que l'on respire. Donc il y a une pollution. Vous respirez des pesticides que vous n'avez pas décidé de respirer. Donc, c'est un gros problème. Donc, on se retrouve avec des maires à ester en justice aussi sur la question de est-ce que l'on peut arriver ou non à faire reconnaître ça comme déchet. Parce que pour le coup, la police du maire s'exercerait. C'est-à-dire que si vous avez un déchet, vous devez vous en occuper. Donc, à partir du moment où ça va chez le voisin ou ça va sur la commune, vous devez vous en occuper. On n'y est pas arrivé non plus avec Aurine Lepage. On n'a pas réussi à ester là-dessus. On n'a pas réussi non plus à faire en sorte que des maires, par exemple, qui ont interdit, qui n'ont pas d'agriculture, hein, le maire de Sceaux, par exemple, qui n'a pas d'agriculture, mais qui a des usages de pesticides dans les propriétés privées, dans des bails sociaux, etc., d'interdire l'usage de pesticides au nom de la protection des enfants, sur les aires de jeu, etc., à proximité. Là, le tribunal a un peu tremblé là-dessus, parce qu'il a dit, ah oui, mais là, on peut pas en appeler au ministère de l'Agriculture, quoi, hein. Donc ça a quand même tremblé un petit peu, mais au final, on n'a pas tenu compte du tout de la recherche et de ce que les scientifiques ont montré. Ces études Air Braze sont aujourd'hui propriété de l'ANSES qui ne les publie pas. Et si moi j'en ai eu, c'est parce que c'est tombé du camion. Et j'ai pu avoir des études sur l'île-et-Vilaine, catastrophiques. Elles ont eu un bordel, où on mesure des quantités impressionnantes de pesticides dans l'air autour de champs épandus. Donc, on n'arrive pas à faire vaciller la science là-dessus, malgré le fait que l'on démontre, c'est pour ça que j'arrive avec un bidon d'ailleurs au tribunal, sur lequel est marqué durée de rentrée dans le champ. Ce qui veut dire, dans le langage des agriculteurs, que après avoir épandu, on vous demande de ne pas rentrer dans le champ 48 heures, voilà, pour ce produit-là. Donc, les gens qui sont autour, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et là, on a quelque chose qui s'inverse dans la mentalité. On voit des arguments de style, écoutez, vous habitez la campagne, donc vous habitez la campagne, vous avez les odeurs, vous avez le chant du coq, vous avez les cloches de l'église et vous avez les pesticides.
Et donc, je me suis retrouvé dans dans des réunions ou dans des émissions de radio ou de télévision à dire, mais Madame Lambert, le coq n'a jamais tué personne. C'est pas le cas des pesticides. Et donc, on est vraiment devant une tension démocratique. Cette histoire nous montre que nous ne sommes pas dans une société démocratique dans le sens d'une démocratie qui aurait comme priorité la santé publique. Tout à fait. Alors, il y a cette décision de justice qui vous donne pas la possibilité de prendre cet arrêté. Il y a également cette évolution de loi qui va limiter très légèrement, je dirais, l'épandage et pas changer finalement le problème des pesticides aujourd'hui. Vous êtes là, maire, vous avez fait des analyses, vous parliez de cette petite fille notamment qui avait un taux 30 fois supérieur à la normale. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites à vos habitants qui vous ont donc élus pour protéger leur santé, une fois que ces décisions tombent? Bah, je suis désolé, ce n'est pas, on m'a retiré cette prérogative, donc qu'est-ce que je fais rien de plus? Enfin, pour le formuler autrement, pourquoi ne pas avoir désobéi, en fait, quand la décision de justice tombe? Parce que vous savez aujourd'hui la réalité de cet empoisonnement. Pourquoi ne pas s'engager au-delà de cette décision, quitte à désobéir à cette injonction d'État? Vous qui êtes maire. Parce que je suis maire d'une commune dans laquelle il y a pas de pouvoir on n'a pas de gendarmerie. Donc, si j'avais voulu faire appliquer l'arrêté, en disant à l'agriculteur, je maintiens l'arrêté, j'aurais été en illégalité par rapport à la loi, mais ça, c'est pas très grave. Mais comment j'aurais fait appliquer? Et ça, c'était très gênant pour moi, c'est-à-dire, il lui fallut que je mette une milice citoyenne qui se barricade dans les 150 mètres, interdise aux tracteurs de dépendre, une vigilance citoyenne avec des jumelles et des vigiles pour surveiller que l'agriculteur, des dénonciations, enfin, une ambiance quand même délétère qui aurait abouti à beaucoup de violence, en fait. Donc, il fallait surtout pas aller là-dedans, surtout pas aller dans cette action-là, être légaliste pour le coup. Par contre, ça a renforcé évidemment très fortement la nécessité qui a quand même augmenté de prise de conscience par les communes qu'il fallait quand même qu'elles commandent un peu plus de bio dans les cantines, que franchement le glyphosate dans l'assiette des gosses qui compose la plupart des pesticides, c'est quand même un estrogène, que ça c'est responsable de la maturité précoce des petites filles, qu'il y a quand même beaucoup de soucis et que, en tant que mère, vous avez le pouvoir de ne pas servir ça aux enfants. Ça, il y a eu une augmentation, d'autant plus que l'Angouette était 100% bio, donc vous pouvez parler de ce qu'il disait. Donc ça a eu un effet quand même sur ça. Donc sur une optimisation de la loi Egalim, qui est encore très loin d'être appliquée, mais qui donne la bonne orientation. Et puis, bien entendu, au sein du village, c'est de mettre le paquet pour soutenir un agriculteur en particulier, parce que c'était surtout un agriculteur, qui prenait la succession de ses parents et qui a dit à ses parents, moi, je passe en bio. Donc, rupture culturelle, rupture difficile pour les parents qui ont vu une remise en cause de leur propre... et il se met en bio, donc là, on aide énormément. Et il progresse, même aujourd'hui, il est même installé en agroforesterie. Donc, on donne des signaux très importants. On fait tout pour faciliter les choses. Dans le même temps, on désaffecte un terrain de foot qui est pas utilisé, mais qui est propriété communale. On en fait une ferme permacole, donc qui a aussi beaucoup d'effets sur la population et qui montre que un autre chemin est possible, souhaitable et faisable. Donc voilà, on a une action beaucoup plus concrète et pragmatique. Parce qu'on voit bien qu'on n'aura pas le juge avec nous et que tant que la loi ne changera pas, on sera contraint de... Voilà. Donc, il va y avoir une action très forte politique
pour que l'équipe qui devait me succéder, enfin qui avait l'envie de me succéder, soit battue aux élections de 2 voix, où la FNSEA présente des candidats, ouvriers agricoles, etc. Et ils font tout un travail pour aller chercher même les grands-mères Alzheimer, etc., pour les voter. Et ils gagnent de 2 voix autour du noble du village, enfin du propriétaire terrien du village, plus important. Donc oui, on revient, c'est-à-dire que on a un balancier où on passe d'une commune qui est vraiment pas écolo à une commune qui est écolo, et on revient, le balancier revient à l'arrière. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est la démocratie, et que qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tout ça. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que rien ne se passe de positif, mais rien ne se passe contre ce qui a été installé, notamment la cantine 100% bio. Vous voyez, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Peut-être parce que s'il y avait une atteinte quelque part, il y aurait pratiquement une ZAD dans le village. J'ai du mal à m'empêcher de sourire quand j'entends un maire parler de ZAD dans son village. C'est vrai que c'est plutôt un champ lexical que l'on a du côté des militants, société civile, et très peu dans le monde politique. Mais je suis heureux de voir que ça suit son chemin. La parenthèse étant fermée, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette mobilisation-là? Pour faire avancer, si vous voulez, de futures aventures, de futures mobilisations. Et, toute cette agitation crée quand même beaucoup de désarroi, c'est-à-dire que les gens disent on avait besoin de calme, on avait besoin vous voyez, de retrouver la paix, alors que avant l'affaire des pesticides, les gens réalisaient massivement, et les gens, il n'y a même pas de liste contre nous, et les gens disaient ah, on parle de Langouette, et quand on va je sais pas, n'importe où, et on dit on appelle Langouette, ah, vous habitez Langouette, c'est bien, etc. Il y a une fierté. Une fierté. Et c'est retombé en disant oui, mais là, les gens n'étaient pas en mesure de supporter, je crois, toute la charge médiatique. Mais bon, c'est vrai aussi, il y avait des journalistes qui cherchaient le conflit, qui cherchaient la guerre civile, qui posaient des questions très orientées, vous voyez, qui demandaient aux gens de dénoncer, mais est-ce que vous pouvez nous appeler quand vous voyez un épandage, qu'on vienne, est-ce que vous allez, enfin, ils essayaient même d'organiser le scénario, quoi. Alors que c'était vif, bien sûr, le débat était vif, mais il n'était pas violent du tout, il était, là. Donc ça, c'est intéressant sur le plan démocratique. Ça vous peut-être invite à ne pas compter trop sur la démocratie pour faire avancer l'écologie. Mais ça, c'est intéressant parce que pour quelqu'un qui défend l'écologie sociale et les institutions démocratiques, avoir un discours comme celui-ci, ça peut choquer en fait. Ben oui, mais si vous voulez, je crois que il faut aujourd'hui politiquement, pour l'écologie, j'entends, hein, donc qui est un bien commun, à mon avis, c'est d'avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'il faut arriver à vraiment ne pas... Il faut pas attendre que les choses arrivent, il faut vraiment forcer le destin. Mais par contre, il faut le faire avec une modération sur le fond, sur la forme plutôt, il faut respecter l'autre comme étant différent et en désaccord. Voilà. Mais c'est pas pour prendre son point de vue comme étant le vôtre, c'est pour essayer de voir comment on peut modifier les choses. Et je crois que l'écologie est trop violente aujourd'hui, elle donne des leçons, et à mon sens, c'est une dérive qu'on voit beaucoup, malheureusement aujourd'hui, chez mes amis verts. Je pourrais vous raconter ça sous forme d'une anecdote. Quand j'ai été élu en 99, à la faveur d'une élection partielle, au mois de juin qui a suivi, des gens m'ont invité chez eux pour pour boire un coup, etc., pour apprendre à se connaître, parce qu'ils ne me connaissaient pas, et tout, et tout. Et il y a un lotissement qui est vraiment au bord de la voie, et dans les jardins, là, des gens, on était dans le jardin des gens souvent, c'était bruyant.
on entendait les voitures et tout ça. Je disais, mais je comprends qu'ils sont un peu énervés dans le coin là. Et puis je fais la proposition. Je dis tiens, c'est vraiment un bruyant. Est-ce qu'on pensait qu'on pourrait construire un mur anti-bruit pour limiter les effets sonores, quoi. Et là, j'ai senti assez vite que les gens, ça n'allait pas. C'est-à-dire que de contents de me recevoir, ils étaient pas très contents de la conversation qu'on avait eue. Donc je dis qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai fait une connerie? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'en connaissais quelqu'un Quels sont les de enseignements plus qu'on que peut les tirer autres, puis de cette j'essayais de lui tirer mobilisation? un peu les verres du nez. Ah ben, j'ai tout de suite compris. Avec ma vision Si vous voulez, de futurs écologique, en disant on alternatives. va résoudre votre problème de bruit ici, il y a donc je signifiais dans la maison symboliquement qu'ils avaient acheté une maison dans un mauvais endroit. Il est bien perçu, mal placé, bruyant, comme si, tout en se suant sang et eau pour payer les emprunts en travaillant à Peugeot Citroën ou à l'hôpital Sud de Rennes. Non, c'est ce que Bourdieu a appelé la violence symbolique. C'est-à-dire quelqu'un de dominant qui vient porter un jugement sur les choix de vie des uns et des autres. Et tant que l'écologie ne comprendra pas ça, elle sera pas efficiente. Je pourrais encore donner un autre exemple. Quand je dis à Colette, qui est notre cuisinière, magnifique cuisinière, qui depuis 20 ans, en disant que Colette, nous allons passer dorénavant au bio, c'est une décision du conseil municipal du maire, au titre de sa responsabilité de donner aux enfants. Je lui signifie quoi? Je lui signifie que depuis 20 ans, peut-être qu'elle nourrit mal les enfants, symboliquement. C'est ça que pour elle peut comprendre. Et donc, si je lui signifie ça, ça veut dire que je vais avoir de l'inertie, de la résistance, qu'elle va peut-être mal cuisiner, qu'elle va dire, enfant, c'est pas bon, hein, c'était mieux avant, ou ce qu'elle a fait d'ailleurs. Et donc, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut que le projet se déroule, mais il faut trouver les moyens pour que cette violence symbolique ne s'exerce pas. Donc, pareil, si les parents, vous faites une réunion publique, par exemple, en disant, mais maintenant, on va passer au bio, vous signifiez aux parents que vous, mère, vous vous occupez bien de nourrir vos enfants, mais est-ce que vous, le soir, vous vous occupez de vos enfants? Vous, c'est très violent. Mais vous n'êtes pas dans une violence physique, vous n'êtes pas dans une violence verbale, vous êtes même bienveillant. Parce que vous voulez le bien des gens. Et c'est là où il faut faire très attention et pourchasser cette violence symbolique, mais qui demande beaucoup de fermeté. Et on a très souvent réussi les choses par exemple, sur l'appropriation citoyenne, c'est-à-dire de dire dans la ferme permacole, par exemple, si vous permaculture et tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc un peu bizarre? Mais les paysans, on va dire ça, qui montent Candice et Louis qui montent la ferme permacole, ils ont une intuition extraordinaire qui justement est la non-violence, c'est-à-dire de dire nous, on vient de la ville, on sait pas faire. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous faisiez vous dans le temps? Et là, vous avez des gens qui viennent dire comment on fait ci, ça, etc. Ah, c'est pas de la permaculture, c'est pas du bio, c'est cultiver au naturel. Et le changement du terme, et surtout la façon d'aborder les choses, ça change toute la donne. Toute la donne. Et de gens qui auraient pu être rejetés comme marginaux se sont retrouvés comme stars du village. Parce que ils ont eu cette intuition et cette modestie de dire, bah, nous, on voudrait apprendre par vous, quoi. Et ça, c'est quelque chose de difficile sur le plan de l'écologie aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très, très sceptique sur la démocratie participative, que je combat, que je condamne, qui est une démocratie conservatrice, à mon point de vue, parce que quand vous allez dans une réunion et que vous demandez mais qu'est-ce que vous comptez faire et tout ça, vous, comme moi, les gens qui sont là, vont forcément vous faire des propositions de choses qu'ils ont entendu parler. Vous ne pouvez pas faire une proposition dont vous avez strictement jamais eu idée. Et quelqu'un qui a dans la salle une proposition un peu alternative, il est tout seul. Donc ça débat beaucoup, hein, mais il faut des politiques qui soient inscrites dans la vie ordinaire des gens. Et c'est par l'inscription dans la vie ordinaire des gens que les pratiques peuvent éventuellement se modifier. Bon, et c'est ça qui est l'enjeu, il faut plus parler d'écologie, il faut
il faut se taire en termes d'écologie, il faut la faire. Et pour la faire, il faut d'abord avoir une très forte conscience de la nécessité écologique, évidemment, mais il faut pas en parler, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de choses seront acceptées à partir du moment où il y aura pas quelque chose qui aura trait à une représentation politique, qui est une représentation, bien sûr, fausse des gens, la plupart du temps, mais qui est une idéologie, c'est-à-dire un système cohérent de pensée qui donne une explication de la réalité, mais en vue d'en camoufler d'autres. Et donc c'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui de la démocratie écologique, à mon avis. Ça m'intéresse énormément ce que vous avez dit par rapport à cette violence symbolique qui peut être exercée et l'analyse que vous en faites à partir de Pierre Bourdieu, parce que j'ai l'impression que d'un point de vue très personnel, dans mon militantisme, je suis un peu passé à côté de ça, avec une prétention en arrivant de la ville à la campagne qui, en tout cas, a été perçue comme telle, et donc ça veut dire que mon comportement a été maladroit, et donc qui a braqué en fait beaucoup, alors que ce que je voulais était, dans mon intention, en tout cas, la plus, comment dire? Altruiste possible, mais qui a été, vécue, perçue, ressentie comme, une forme de prétention, d'un sachant qui arrivait. Je me demande comment je pourrais faire aujourd'hui, alors je peux pas, changer le passé évidemment, mais pour, faire évoluer cette attitude, non pas en termes de concept, parce que j'entends la question de modestie et tout ça, mais plus d'un point de vue pratique. Quels outils je pourrais utiliser pour, voilà, pour, amener plus d'acceptation, moins de domination, à travers cette, fameuse violence symbolique que vous nommez? Il faut que la décision politique rencontre la vie ordinaire des gens. C'est-à-dire la vie que l'on veut changer ou que l'on voudrait modifier ou qu'on voudrait en tout cas. Et donc il faut trouver des idées qui viennent dans la vie des uns et des autres, quoi. Et tant qu'on n'a pas trouvé ça, ça ne fonctionne pas. Cette question de conjoncture, très liée à un territoire, elle ramène à la question régionaliste justement que vous défendez, heu, parce qu'en fait un territoire est différent d'un autre. Il n'a pas la même histoire, il n'a pas la même culture, sa population n'est pas la même, et aujourd'hui, il y a, c'est un mouvement autour du biorégionalisme qui émerge, que vous connaissez sûrement. Le biorégionalisme, en quelques mots, ça veut dire que, les, frontières d'un territoire sont des frontières naturelles. Ça peut être des chaînes de montagnes, un cours d'eau, ce genre de choses qui va définir tout d'abord géographiquement le territoire, mais aussi politiquement, dans la mesure où ce sont les habitants de cette région, de cette biorégion, qui va déterminer sa politique, par elle-même, pour elle-même. Ça rejoint un peu, le concept qui avait été développé, vous connaissez certainement Murray Bookchin, à travers la question du municipalisme libertaire dans les années 70, ou à travers des assemblées décisionnelles d'habitants. Ces mêmes habitants décidaient pour eux-mêmes ce qui allait arriver, ce qui allait advenir. Moi, j'aime bien faire ce parallèle avec, ce qui s'est passé, par rapport aux pesticides, parce que s'il y avait eu peut-être, une dimension, municipaliste ou biorégionaliste à ce moment-là, les habitants peut-être que se seraient plus saisis encore de la question et n'auraient, pas permis que, l'État, contrevienne à leurs choix, qui étaient faits eux-mêmes. Oui, c'est comment toute la problématique, c'est-à-dire comment faire. Alors après, il faudra être clair aussi, ce municipalisme, etc. Mais bon, je vois aussi le localisme qui arrive, qui est le Front National, donc je veux regarder ça de très près, où il y a une confusion entre circuit court, idéologie. On est chez nous, on est chez voilà, c'est quelque chose, il faut faire très attention. Je le vois sur les affaires maritimes, cette tendance à privatiser des espaces naturels au nom de la biodiversité. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Donc c'est plus des communs, quand bien même c'est géré par des associations amies. Il faut faire très attention à ça. Donc c'est toute la question, c'est de savoir comment on fait bouger les lignes. Et quand on a une réputation, on est connu dans la rue, etc., on se dit on va se présenter aux élections régionales. Donc avec une liste plutôt citoyenne, qui est basée, on va voter pour lui, parce que c'est très identifié Daniel Cueff, on va voter pour lui parce que les pesticides, etc. Donc je fais 7% des voix, et je fais alliance, contre toute attente d'ailleurs, je fais alliance avec le président sortant, sur une base programmatique,
euh, qui dit l'intervention sur les pesticides. Donc, c'est qui est compliqué parce que nous n'avons pas le pouvoir réglementaire, pas plus le président de région que le maire en espèces, mais on a un pouvoir économique, donc on a un pouvoir de modification et de transformation en étant la plus grande région agricole d'Europe. Donc, ouais, oui, est-ce que l'on va, est-ce que ce signal qui est donné par un accord programmatique, comment il va être pris et est-ce qu'il va faire avancer les choses en disant, bon, il y a eu une décision démocratique quelque part, il y a un accord programmatique qui dit qu'il faut sortir des pesticides, donc c'est un signal qui dit ils vont y aller, quoi, ces cons-là, ils vont y aller. C'est-à-dire on a signalé aux agriculteurs que l'on allait aider que dans un certain sens, et que donc pour le coup, comme ça se sait, les projets commencent à arriver aussi, y compris en agroforesterie, donc on a quand même une foule d'initiatives. Et c'est pour ça que j'ai été souvent chagriné par ceux qui, médiatiquement, sont dans une violence symbolique extraordinaire, comme Inès Léraud, comme Legendre, qui silence dans les champs, etc. Ou, en fait, entre le Tartuffe qui veut pas voir qu'il y a des problèmes avec des pesticides, par exemple, et le Bouquetinville qui envoie, qui est l'inquisiteur, qui dénonce, et qui envoie 2000 personnes à la guillotine. Entre les deux, il y a peut-être un autre espace qui est de souligner tout ce qui se passe d'intéressant, de les mettre au niveau de l'envie. Et là, je pense que c'est là qu'il faut qu'on se situe la politique, et pas dans l'incantation de l'un ou de l'autre. Et ça, c'est difficile parce que c'est pas très médiatique. C'est comme si on prenait le maquis. Quand on prend le maquis, on n'est pas où on se trouve. Et donc, il faut toujours persévérer. Et moi, je sens aujourd'hui, mais c'est d'une intuition, que on est en train de prendre le dessus. Les alternatives prennent le dessus parce qu'elles sont souvent bienveillantes en agriculture et que ça commence à interroger fortement l'agroalimentaire. Donc, il y a des espaces d'espoir. De ce que vous dites, je retiens deux choses. La première, c'est qu'il y a un pouvoir économique de suggestion qui est important, parce que plutôt que de punir ou d'être dans la contrainte, plutôt ce que vous faites avec la région en Bretagne, c'est allouer des aides justement qui vont aider les agriculteurs à s'installer de cette façon-là. Et aussi le pouvoir de l'imaginaire qui consiste à montrer ce à quoi pourrait ressembler ce qu'on pourrait souhaiter. Parce que c'est vrai qu'on sait bien souvent ce qu'on ne voudrait pas voir advenir, mais on ne sait pas toujours ce que l'on souhaiterait nous-mêmes créer. Et donc, montrer l'alternative, l'amener à se diffuser, permet en fait d'en diffuser la pratique, si je reformule ce que vous dites. Oui, c'est l'histoire de l'agriculteur dont je vous parlais tout à l'heure, qui prend la succession de ses parents, qui passe en bio, qui est en agroforesterie aujourd'hui, et qui, voilà, c'est ça qui est intéressant comme métamorphose. Elle a lieu. C'est une résilience. Elle a lieu. Et donc, c'est ça qu'il faut aujourd'hui soutenir, et ne pas la considérer comme étant à la marge, mais comme étant l'avenir, quoi. C'est-à-dire, ne pas se réfugier dans son précaré et dans son jardin potager permacole, mais bien essayer de voir comment on a des leviers de modification des choses. Donc, les solutions sont extrêmement difficiles à trouver. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que elles seront trouvées en grande partie d'un point de vue territorial, c'est-à-dire dans cette culture qui existe, cette histoire du territoire, cette géographie. On n'échappe pas à sa géographie, je crois. Donc, il y a des reconquêtes à faire, bien sûr, sur le bocage, sur tout ça, mais quand même, il y a ces territoires ont une histoire, ce qui fait que la singularité, plus on s'approche de la singularité, plus on s'éloigne de la violence symbolique. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à chercher d'un territoire à l'autre. Alors, il y a une échéance qui, moi, je trouve très intéressante. Ce sont effectivement les élections municipales. Elles m'intéressent tout particulièrement parce qu'elles donnent un lien direct entre la personne élue et l'habitant, chose qu'on ne retrouve dans aucune forme d'élection, qu'elle soit régionale, nationale, législative, européenne.
Et nous, donc là où nous vivons dans le Périgord, on a commencé à vouloir impulser une dynamique collective pour suggérer des listes d'habitants, comme il y a pu en avoir. On connaît celle de Saillant dans la Drôme en 2014. Il y en a eu une centaine qui ont été élus en 2020. Donc on sent qu'il y a quand même une dynamique au niveau national populaire qui est en train de se mettre en place progressivement. Et là, quand on a commencé à faire des réunions, on a vu qu'avant même que la dynamique ait commencé, il y avait un essoufflement dans notre groupe parce que beaucoup ne croyaient plus dans la capacité de la commune à pouvoir prendre des décisions véritablement fortes pour elle-même. Et moi, j'ai envie de vous poser cette question-là, c'est est-ce qu'aujourd'hui, déjà, est-ce que les élections sont toujours un levier? Est-ce qu'on peut le voir comme tel quand on voit une forme de désertion, d'une part? Et d'autre part, ma deuxième question donc, c'est est-ce qu'on peut croire en l'élection municipale pour changer les choses, comme ça a pu être théorisé par exemple à travers le municipalisme? Oui, l'exemple de Langouette montre qu'on peut changer très fortement les choses, c'est-à-dire par un projet politique un peu constitué, ferme mais non violent, qui pourchasse la violence symbolique en particulier, et qui cherche à obtenir l'adhésion des gens. Mais on obtient l'adhésion des gens sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas, hein. Donc il faut arriver. Donc on voit bien qu'on peut changer très fortement les choses en quelques années. Donc par simplement décision politique. Donc la politique a du sens, et c'est ça qui est un enjeu principal aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je veux pour mon territoire comme projet politique. Moi, je suis désespéré de voir la plupart de mes collègues maires se comporter comme des directeurs ou des directrices de centrales d'achat. Ils viennent au congrès des maires, au salon des maires, et ils voient les entreprises, les bureaux d'études, des machins, ils achètent telle ou telle chose, du mobilier, tout ce que vous voulez, et même des prestations de services. Donc, c'est pas un projet politique, ça. Et donc le projet politique, il faut qu'il soit constitué. Et c'est vrai qu'il va déranger des habitudes. Ça aussi, c'est faux. Il faut s'attendre à chaque fois que le déséquilibre que l'on provoque simplement parce qu'on est élu sur quelque chose d'inconnu, il y a un déséquilibre qui se déroule. Et la tendance naturelle citoyenne, ça va être de revenir à l'état initial. C'est-à-dire de supprimer le déséquilibre, de le faire capoter et de revenir à l'état initial. Et donc, c'est cette notion de dialectique qui est compliquée entre le projet rêvé, qui, comme il est rêvé, n'est pas dans la réalité, qu'on pousse avec ce pendule, là, on essaye de pousser vers là, mais paf, à peine on en arrive à une idée qui est un peu innovante, hop, il y a la réalité qui vous rattrape en disant, mais non, ça, je vais freiner, ça va pas forcément être conscient, mais en tout cas, il va y avoir des résistances. Et en partant de c'est en partant de ces résistances qu'il faut ramener sur le projet. Et donc, c'est cette dialectique-là, cette espèce de pendule entre le projet rêvé et la réalité qu'il faut sans cesse mettre en mouvement. Et si vous restez sur votre projet théorique, politique, et que vous ne prenez pas en compte la réalité, vous allez vous écrouler. Évidemment, il n'y aura aucun changement dans la réalité. Et si vous êtes fatigué et que le pendule s'arrête au milieu, on fait une pause, on se fait au milieu, là, c'est pareil, la vie n'avance plus, quoi. Et donc, c'est cette dialectique qu'il faut changer en acceptant que le projet fasse avancer, bouger la réalité, mais que la réalité va nous rattraper. Mais comme elle nous rattrape, on la refait bouger, etc. C'est très intéressant cette idée de pendule que vous nommez, parce que dans la commune où nous sommes, on est 500 habitants. La mairie est très sensible à la question de l'habitat réversible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent de cette façon-là, et en même temps, elle a beaucoup de pression de la part du préfet du département, qui lui donne l'injonction d'interdire cela, de pénaliser. Et donc, elle est prise en étau entre sa volonté de permettre cela, parce que c'est sa volonté politique, et en même temps, l'obligation faite par l'État, sous couvert du préfet, d'empêcher ces installations. Et aujourd'hui, ils sont un peu pris en étau entre ces deux choses. Donc, il y a même une forme de double discours en fait qui est faite aux habitants, où on dit d'un côté, on va vous soutenir, et de l'autre, il y a une pénalisation qui est faite. Et nous, en tant qu'habitants, on ne sait pas comment on sait pas comment les aider. En fait, on ne sait pas comment leur dire, on est avec vous, on vous soutient, parce qu'on voit qu'ils sont vraiment très embêtés. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces mairies? Alors, je parle de la mienne, mais en fait, je pense qu'il y en a un grand nombre qui sont dans des situations semblables, qui à la fois, d'un côté, a un rêve, comme vous le dites, et l'autre a une réalité factuelle législative très contraignante, et qui ne savent pas aujourd'hui comment se positionner.
C'est difficile là de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire parce que ça serait tellement magique d'avoir un mode d'emploi et puis on appliquerait, mais il faudra chercher y compris dans souvent y compris dans la résistance que peut avoir le maire, c'est-à-dire le maire officiellement est le représentant de l'État dans sa commune. Voilà. Donc il y a même quand il fait un mariage, il y a même le président de la République derrière en photo. Bon, donc mais il y a quand même dans la Constitution la libre administration des collectivités. Et donc le préfet ne peut pas aller trop loin dans les interdictions, etc. Il faut qu'il le justifie aussi. Alors ça peut ne pas lui plaire. On peut avoir des lobbies de toutes sortes, fonciers et tout ça, mais il va bien falloir aussi quand même qu'il soit lui aussi dans la légalité. Voilà. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas empêcher un projet politique de se mettre en œuvre, sauf à des contraintes, je dirais, de type supra, comme par exemple des pollutions qui existent, des infrastructures qui existent, mais aujourd'hui, les plans locaux d'urbanisme, etc., même s'ils sont très bordés par l'État, ont les moyens de créer, de permettre l'alternative. Et ça, il faut se battre. Mais il faut se battre sévèrement. Parce que vous allez avoir, au niveau de l'intercommunalité essentiellement, qui a les PLUI de plus en plus en lieu et place des PLU, vous allez avoir des bureaux d'études qui vont être choisis et qui sont très normés et qui sont pas habitués à l'alternative, qui sont pas habitués à ce qu'on leur parle autrement voilà, qui sont habitués à parler à des maires conventionnels, qui ont vendu même un cahier des charges conventionnel. Et donc, quand vous venez les ennuyer avec vos histoires de bâtis éphémères, etc., il va falloir leur mettre dans les pattes un contre-projet alternatif qui lui-même sera très bordé sur le plan juridique. C'est-à-dire une contre-étude. Et ça, c'est un combat très difficile et qui décourage les élus parce que ils se disent, ben voilà, il y en a marre, on nous empêche, on est entravé, on n'a pas été élu pour ça. Et comme tous les 6 ans, à cette période-ci de l'année, il y a beaucoup de démissions de conseillers municipaux. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'en ai marre, je pars, des maires qui démissionnent, j'en ai marre d'être engueulé, on n'arrive à rien, fonctionne, voilà. On a l'impression que c'est nouveau, mais il y a 6 ans, c'était la même chose. Et j'ai écrit un bouquin, d'ailleurs, qui s'appelait, Citoyens, engagez-vous, qui a été à l'origine de 72 listes dans les petites communes en France. Avec plusieurs élus, on a écrit ça en disant, attendez, la vie d'élu est difficile, c'est pas du tout un long fleuve tranquille, mais qu'est-ce que c'est passionnant. Et voilà comment nous avons fait, comment nous avons procédé, chacun ayant fait de façon très locale, ayant pris des chemins complètement différents. Voilà, certains ont pris un axe, d'autres un autre, voilà. Et donc c'est montrer quand même qu'il y a une certaine, c'est passionnant, mais qu'il faut pas se démoraliser et il faut s'entourer d'experts qui, eux, vont comprendre la mécanique inverse qui est en face et qui veut vous empêcher L'alternative a besoin d'expertise. Voilà, c'est très important, surtout sur les questions d'urbanisme. Merci beaucoup. Je vais venir à ma dernière question, qui va concerner l'avenir, évidemment. Vous avez quand même une forte expérience à la fois au niveau municipal, au niveau du militantisme, au niveau politique en général, en fait. Fort de ces expériences acquises et ce dont on a parlé pendant presque 2 heures ensemble, même si le temps est passé très vite pour moi, quels sont les conseils que vous pourriez livrer pour que puissent réussir de futures mobilisations? Essayer de prendre la mesure de ce qu'écrivait Mélanie Klein, qui disait le berceau de l'illusion, c'est la persécution. C'est-à-dire attention à l'illusion d'un projet que l'on estime comme étant majeur, bienveillant, qui n'est pas centré sur soi, qui est pour les autres, qui est sincère, et puis qui est mal reçu, qui est mal accepté, qui crée des résistances. Et là, le berceau de cette illusion, qui n'a pas pris en compte la réalité, c'est qu'on se sent persécuté par les autres.
des habitants qui comprennent rien, les autres élus qui sont des tâches, le préfet qui est un confini. C'est-à-dire, on va trouver pas un bouc émissaire, mais on va trouver un responsable chez l'autre. C'est l'autre qui va être responsable de l'échec, puisqu'il n'a rien compris à votre projet. Et c'est ça qu'il faut que les élus comprennent que bien, quoi, c'est d'éviter cette dérive qu'a très bien démontré Mélanie Klein. Le versus de l'illusion, c'est la persécution, et de travailler sur justement le projet utopique, le projet rêvé, ses racines, et comment il peut s'inscrire dans le réel. Et donc ça veut dire que l'on est libéré du poids de la culpabilité de rater. C'est ça qu'il faut. Et de se dire, voilà, j'y arrive pas, soit je suis nul, j'y arrive pas, je démissionne, soit les autres sont des cons, on arrive à rien avec ces gens-là. Et c'est ça qu'il faut arriver à... Et pour ça, il faut arriver, je crois, à avoir un corpus politique bien constitué, travaillé. Et là, les élus ont beaucoup de difficultés aujourd'hui. Ils sont pas dans des partis politiques, ils sont pas dans des groupes politiques dans lesquels on réfléchit, dans lesquels on se pose des questions fondamentales, dans lesquels on discute de ce que je viens de dire là. On est sur des stratégies, on est sur des tactiques politiques, on est sur des choses qu'il faut dire pour gagner l'élection, etc. Et donc, on perd en compétences. Et c'est pour ça que l'on a de plus en plus de maires qui sont des fonctionnaires, en fait, à la retraite, qui sont des gens issus du sérail et qui, parce qu'ils comprennent ce que c'est que la gestion municipale, technocratique et autres, ils sont à l'aise dans ces choses, sauf qu'ils ne changent pas le monde. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut que les citoyens acceptent de se lancer, mais en se disant, je me lance, mais je vais peut-être me planter, mais c'est surtout tout, mais pas grave. Il y a un dicton pour terminer là-dessus qui rejoint ce que vous dites. C'est en se plantant qu'on devient cultivé. C'est vrai. Vous qui avez écouté cet épisode, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Et d'ailleurs, votre soutien nous est précieux pour pouvoir continuer à produire. Merci pour votre écoute et à bientôt dans les Politosophes.